On va commencer à présenter ce dossier du Guerre et Histoire numéro 29, consacré au sniper. Est-ce que tu peux nous définir ce qu'est un sniper? Alors un sniper, c'est un tireur de précision. C'est quelqu'un qui est suffisamment habile au tir, au fusil, mais en réalité en n'importe quelle arme de jet a priori, qui est suffisamment habile qui est plus habile que les autres. Et à partir de cette habilité, il peut avoir des effets particuliers sur le champ de bataille. Il peut sélectionner des cibles, il peut tirer un peu plus loin que les autres, il peut faire des choses que les autres ne font pas. Est-ce qu'on devient sniper ou est-ce que c'est un don? Est-ce que ça Bah, s'apprend à être sniper? ça s'apprend parce que c'est quelque chose de très technique. Il faut apprendre le tir, toutes les techniques de tir. Il faut apprendre de manière très précise. C'est un athlète de haut niveau, hein, un sniper. Il fait de la compétition de très haut niveau. Et puis il faut apprendre un certain nombre de choses, de qualité, la patience, l'acceptation de tuer. C'est-à-dire que c'est un des rares combattants qui voit les gens sur lesquels il tire vraiment, quoi. Et donc les accepter voilà, accepter ça, cette proximité avec la mort donnée, avec le danger bien sûr, mais ça c'est pas le seul. Et voilà, et le fait de tuer aussi des gens qui ne s'y attendent pas. Ça aussi, c'est quelque chose, c'est une forme de combat quand même très, très particulière. Donc ça suppose à la fois des qualités techniques qui s'apprennent, bon, qui sont parfois naturelles, hein. Il faut avoir une bonne vue, il faut être... et puis, encore une fois, comme n'importe quel tireur de compétition par exemple, et puis aussi des qualités psychologiques très, très particulières. Est-ce que la définition du sniper a évolué au cours du temps depuis qu'ils sont apparus? On peut mettre ça à peu près au Moyen-Âge, avec les archers. Est-ce qu'il y a une définition qui a changé? Est-ce que leur image a changé? Alors leur image a changé, oui, parce que alors ce sont des tireurs, effectivement. Alors il y a plusieurs aspects, c'est-à-dire que là ce sont des gens qui tirent, qui combattent à distance, qui avec un arc, mais bon, c'est surtout avec des fusils, avec certains types de fusils, peuvent tirer à distance et peuvent tuer en réalité n'importe qui. Au départ, tout dépend du regard que l'on a des soldats, du regard que l'on a du combat lui-même, dans un cadre un peu aristocratique, ou même dans l'apparition, par exemple, des premières armes à feu. Le fait de pouvoir le fait de tuer à distance, déjà, c'est pas forcément très noble. C'est le combat rapproché qui est normalement la chose la plus noble, puisque c'est ce qui demande a priori le plus de courage. Il faut arriver au contact. Bon, et donc c'est surtout ça qui est mis en avant. Les gens qui tuent à distance, il y a un petit côté lâche qui apparaît. C'est surtout si en faisant ça, ils tuent des nobles Bayard que faisait exécuter tous les arquebusiers qui tombaient entre ses mains, quoi. Il ne supportait pas ça, mais il est mort par ailleurs, il est mort d'une balle dans le dos, tiré par un arquebusier. Ça paraît scandaleux socialement, c'est un scandale social en premier temps. Donc ces gens-là, ce sont des gens généralement du peuple. On les estime assez peu. Ensuite, même parmi leurs pairs, ce sont parfois des tueurs, ils peuvent apparaître comme des tueurs. Eux vont chercher l'ennemi, ils vont tuer des gens qui se défendent pas forcément, hein, qui sont surpris qu'on tue. Donc il y a aussi cet aspect un peu scandaleux. C'est pas on n'est pas dans le combat, on n'est pas dans l'affrontement. Encore une fois, et puis ils peuvent entraîner sur vous des représailles. Et donc, notamment pendant les deux guerres mondiales, c'était pas forcément des gens qui étaient très appréciés à côté de soi. Et puis les choses ont un peu changé parce que finalement, d'abord, ce sont des gens très efficaces, que dans les conflits compliqués, contemporains, particuliers, dans les milieux complexes, il y a beaucoup de population, il faut faire très attention, on ne sait pas qui est qui. Ce sont des gens qui peuvent protéger
qui peuvent faire des tirs précis sur des malfaisants, enfin sur des ennemis qui se dévoilent d'un seul coup. Et donc ça devient des gens extrêmement précieux, surtout dans les conflits contemporains, de la part des armées régulières, mais aussi en face. C'est-à-dire qu'un rebelle, un combattant rebelle équipé d'un fusil de tireur d'élite, enfin un sniper, d'un seul coup devient quelqu'un qui est capable d'affronter avec une certaine efficacité des armées les plus modernes, par exemple en Irak contre les Américains. Donc celui qui effectivement qui apparaissait un peu lâche ou qui au départ puis sort de tueur froid ensuite, maintenant tendance à être plutôt un protecteur, un ange protecteur, comme on le dit dans le dossier, quoi. Est-ce qu'il y a des conflits qui sont adaptés ou inadaptés au sniper? Et encore l'air de ça, est-ce qu'il y a une doctrine d'utilisation du sniper? Alors les snipers, ils apparaissent surtout, il y a plusieurs phénomènes. Le premier, c'est que en réalité les snipers sont vraiment utilisés, on ne les appelle pas comme ça à l'époque, mais à une certaine échelle pendant la guerre d'indépendance américaine. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est quoi? Ce sont des chasseurs. Ce sont des gens qui vivent ce qu'on appelle la frontière, dans les forêts, qui ont leurs propres armes, armes qui leur servent à chasser, à se protéger. Ce sont des armes particulières, souvent très précises, dont ils tiennent le plus grand soin. Et lorsqu'ils sont mobilisés pour affronter notamment l'armée britannique, mais ces gens-là, ils continuent à faire comme ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire chasser. Donc ils ne sont pas très bons pour faire le combat très réglé qu'on connaît à l'époque, des hommes en ligne, avec des tambours. Non, eux, ils font de la chasse. Et puis ça s'avère d'ailleurs très extraordinairement efficace. Donc c'est du combat d'amateurs en réalité. Et c'est des choses qu'on va retrouver assez régulièrement. Les bourgs, par exemple, contre les Anglais, ce sont des gens qui utilisent leurs propres armes, mais qui combattent comme ils vont à la chasse. Ensuite, il y a une deuxième période où on les voit apparaître, c'est lorsque les fronts deviennent statiques. C'est-à-dire que les tireurs d'élite, c'est plutôt une arme, c'est ça, une arme où il ne faut pas de front, c'est une arme d'usure, il faut du temps, il faut des emplacements, c'est un mode, le sniping, c'est un mode d'emploi d'endroits où on ne bouge pas, quoi. À partir du moment où on bouge beaucoup, la guerre mécanisée, la guerre éclair, les grandes manœuvres sont généralement pas propices à ce genre de combat. Même maintenant, dès que le front se fixe, un siège, Sébastopol par exemple, on utilise des snipers, c'est la première fois qu'on utilise des fusils à lunettes, mais surtout pendant la Première Guerre mondiale, on voit se développer effectivement dans ces tranchées, on voit se développer des gens qui font du sniping, et puis c'est le cas aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, dès que ça commence à se fixer, notamment sur le front de l'Est, en Russie, mais aussi dans les conflits contemporains, dans les grandes villes, Sarajevo par exemple, où on est dans une guerre de siège, ça bouge pas, on utilise les snipers comme arme psychologique, à Beyrouth auparavant, enfin tous ces conflits, ce qu'on appelle au milieu des populations, c'est de contre-insurrection, où là où effectivement ils ont une place très, très importante. Est-ce qu'il y a des bataillons de snipers dans les armées contemporaines? Comment ça s'organise? Est-ce qu'il y a des bataillons de snipers? Est-ce que dans les bataillons ou les régiments, il y a des snipers qui sont là pour des missions précises? Comment ça s'organise? Alors, en gros, il y a deux philosophies d'emploi. Il y a une première philosophie qui est plutôt française, c'est de dire, les snipers, ils sont intégrés au reste de la manœuvre. Ils sont dans les unités de combat, c'est-à-dire que très concrètement en France, dans une section d'infanterie, vous avez 2 tireurs qui sont équipés d'armes de précision, donc d'armes à lunettes. Et puis ils sont dans la section, puis ils sont avec les autres, et puis ils se mettent un peu à l'écart, éventuellement ils ont une mission particulière, mais ils sont complètement intégrés. Et puis il y a une deuxième catégorie, c'est les tireurs plus indépendants, à qui on laisse une certaine autonomie, qui travaillent souvent en équipe. Alors c'est plutôt la méthode américaine ou même soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, des gens qui
font du combat un peu tout seul ou par petite équipe, qui vont faire de la chasse, qui vont chercher eux-mêmes leur cible, qui ont un combat très particulier. Et maintenant on continue à avoir ces deux manières, et d'autant plus qu'on a développé aussi l'armement. C'est-à-dire que maintenant on a ce qu'on appelle en France d'ailleurs les tireurs d'élite proprement dit, c'est plus ceux qui utilisent des fusils à lunettes en 7,62 mm, petit calibre. Sinon, ce sont ceux qui utilisent des armes de très gros calibre. Donc c'est des choses qui ont été réintroduites dans les années 80 en réalité, donc des armes qui font 7 mm, des choses qui sont très lourdes, qui tirent très loin, qui peuvent tirer à 1 km, 1,5 km avec précision, qui ont d'autres effets, qui peuvent percer les murs, qui peuvent faire des tas de trucs. Et le titre de tireur d'élite en réalité en France, ça concerne ces gens-là. Les premiers qui sont intégrés dans la manœuvre avec des armes relativement légères, ce sont des tireurs de précision pour les distinguer, des tireurs d'élite. Et maintenant, c'est ceux qui ont ces armes qui tirent loin. À partir du moment où on est un peu indépendant, il faut relativiser parce que ça devient au contraire de plus en plus un travail d'équipe aussi, c'est à la fois spécialisé et avec des équipiers. Et les tireurs de précision, et même il y a une troisième catégorie, on élargit en réalité un peu tout le champ des possibles, hein. Il y a également des tireurs qu'on voit apparaître aussi, dont le rôle n'est plus dans ce cas-là de tirer très loin, mais de tirer au milieu des populations sur des cibles très précises, donc très près éventuellement, mais dont le rôle est de tirer très vite, à relativement courte distance, mais de manière extrêmement précise. Donc on a un éventail qui s'est ouvert du tireur de précision, en grande partie parce qu'on est justement dans des milieux complexes, au milieu de la population, que le tir de précision de manière générale devient extrêmement important. De la même façon que les avions n'utilisent plus que des bombes, nous avions que des munitions guidées extrêmement précises, bien, là aussi le tir, dans le combat d'infanterie, on tend aussi à avoir des choses extrêmement précises, un peu pour les mêmes raisons, hein, pour éviter de toucher la population, et d'avoir des effets plus efficaces sur l'ennemi. On a parlé des snipers qui sont intégrés dans les troupes régulières, mais il y a un autre aspect du sniping qui est le sniper terroriste. Oui, alors le sniper, par définition, c'est une arme, donc il peut être utilisé contre n'importe qui. Donc à partir du moment où on utilise une arme contre des civils, spécifiquement contre des civils, on rentre dans la catégorie terroriste, puisque le but c'est pas forcément, c'est de tuer des gens, surtout pour faire peur, quoi. C'est quelque chose qui a été par exemple employé sciemment dans la ville de Sarajevo pendant le siège, pendant la guerre civile en Bosnie, où la ville de Sarajevo était assiégée, et puis il y avait à l'intérieur même de la ville, autour de la ville, mais plus particulièrement dans un quartier, des gens dont le rôle était de tirer sur tout ce qui était vivant dans la ville, et donc d'imposer, en plus des bombardements d'artillerie permanents, d'imposer une terreur permanente sur la ville, faire une pression. C'est une arme psychologique pour les milliers de personnes qui ont été tuées par ces gens-là, c'est plus que psychologique, mais globalement l'idée c'est une arme de terroriste. Il faut faire peur. Alors comment on combat ces snipers, sachant qu'il y a quelques histoires assez stupéfiantes de tout petit nombre de snipers qui ont mis en échec des très grandes armées. On pense au conflit russo-finlandais ou en Irak, où un seul homme a réussi dans un immeuble avec un petit vélo à fixer une armée, ou à Sarajevo où les gens terrorisaient des populations entières. Comment on combat ces hommes qui sont, j'imagine, très difficiles à trouver? Oui, alors bien sûr, ce sont des gens qui sont un individu tout seul, c'est difficile à déceler, surtout s'il est bien camouflé, s'il tire loin, c'est très dur de déceler. On parlait effectivement de Simo Häyhä, qui est certainement le recordman en la matière, puisqu'il a tué, en fait, on ne sait pas vraiment, entre 500 et 750 soldats soviétiques pendant la guerre russo-finlandaise, qui n'a duré que 100 jours. Il a finalement été blessé par un obus d'artillerie, un peu par hasard, mais il n'a jamais été décelé. Et
on a bien sûr d'autres exemples. Donc autant il est relativement facile de déceler, de voir des unités de chars, des unités, voilà. Trouver un seul homme caché dans une forêt, caché dans des bâtiments, c'est très très compliqué. Donc on peut essayer effectivement de s'efforcer de le déceler. Donc il faut repérer les départs des coups, il faut étudier, c'est tout un art aussi, c'est technique d'analyser les sons. Un son, c'est une balle supersonique, donc ça fait plusieurs sons, ça fait un bang, ça fait un sifflement, ça fait un bruit de la détonation qui arrive. Avec un peu d'expérience, à partir de là, on arrive à déterminer d'où vient le tir, à quelle distance est le tireur, des choses comme ça. Ou par en essayant par des caméras thermiques pour essayer de voir les coups. Il y a des instruments maintenant qui permettent par le son de faire par triangulation, d'essayer d'arriver de trouver l'origine des tirs. Mais dans tous les cas, c'est assez compliqué de déterminer très précisément d'où vient le tir. Donc souvent, soit on riposte par saturation, c'est-à-dire qu'on détermine à peu près la zone de tir. S'il n'y a pas d'habitants dans la région, on va détruire la zone carrément, ou on va au moins gêner le tir. Il suffit de relativement peu de choses en réalité pour gêner un tir de sniper, qui est encore une fois très précis, très pointu, qui fait intervenir un certain nombre de paramètres, et s'il est gêné, tout de suite le tir devient beaucoup moins efficace. Donc il y a des mesures passives aussi, si vous bougez tout le temps, si vous bougez, vous avez peut-être 5 fois moins de chances d'être tiré par un sniper que si vous êtes immobile. C'est beaucoup plus facile. Donc il faut bouger, mettre des écrans, se planquer, enlever les grades pour pas constituer une cible privilégiée, être capable de, comme je disais tout à l'heure, de frapper très vite dans une zone d'où viennent les tirs. Si en plus on peut déceler l'endroit, si on peut y aller, on peut monter des opérations pour aller le chercher, voire même tout seul. Audie Murphy, qui était le plus grand combattant, meilleur combattant américain de la Seconde Guerre mondiale, le soldat décoré, c'était une de ses spécialités, c'était d'aller chercher des tireurs d'élite tout seul, et puis d'aller les abattre en combat rapproché. Combat rapproché où pour le coup les tireurs d'élite sont désavantagés, puisqu'ils ont des armes qui tirent loin mais pas près. Avec un fusil à lunettes, vous ne pouvez pas tirer très près. Et donc on peut aussi aller les chercher, ou alors on peut, dernière méthode, c'est faire de l'anti-sniping, c'est-à-dire utiliser des snipers pour chercher d'autres snipers et puis essayer de les tirer très précisément. C'est ce qu'on faisait à Sarajevo, par exemple. C'était une de mes missions principales dans cette ville lorsque j'y étais. Mais c'était le cas, par exemple, en Irak. Vous avez plusieurs exemples de tireurs américains qui ont réussi à abattre des tireurs irakiens, des tireurs rebelles à des grandes distances, comme Chris Kyle par exemple, l'American Sniper, le plus célèbre de tous. Donc voilà, c'est tout un mélange, c'est tout un système qui est souvent assez compliqué pour faire face à ces gens-là. C'est généralement beaucoup plus lourd, beaucoup plus coûteux que l'emploi d'un simple homme, ce qui en fait une arme encore une fois très économique. C'est aussi une arme du pot. Avec un sniper, effectivement, vous pouvez embêter beaucoup de gens, vous pouvez stopper une compagnie, soldats américains, n'importe moderne, enfin bon. Donc c'est une arme très économique et pour le coup qu'on le retrouve un peu dans tous les conflits modernes, c'est tellement facile, d'autant plus que là aussi les armes de précision ont eu tendance à se démocratiser, à se diffuser, et c'est toujours très compliqué de faire face. Alors, est-ce que les snipers ont un avenir? Quel est l'avenir du sniping? Les snipers ont très certainement un avenir, c'est-à-dire que les raisons qui font qu'ils sont aussi importants actuellement, elles vont perdurer. Nous avons dans des armées ou des pays qui évitent de faire prendre trop de risques à leurs soldats, qui sont assez sensibles aux pertes des soldats. En face, forcément, la tentation, c'est justement d'utiliser des gens qui sont relativement efficaces pour combattre des armées modernes, occidentales, qui peuvent échapper à la surveillance aérienne, la surveillance de drones, aux frappes aériennes, aux gros moyens. Donc c'est de ce côté-là, du côté, j'allais dire, des rebelles, des
groupes armés, en tout cas, oui, bien sûr, ça va durer, avec une tendance, ils ont tendance à adopter les mêmes technologies que les armées régulières avec un peu de retard parfois, mais il suffit qu'on leur fournisse de l'armement. Donc on a vu par exemple le Hamas qui disposait de fusils, de ces fusils de gros calibre qui tirent très loin, par exemple, que j'évoquais, des fusils autrichiens en l'occurrence, et qui leur permettaient de tirer au-delà, par exemple, de la barrière de sécurité, du mur de sécurité israélien, donc de tirer très loin avec précision. Du côté des armées modernes, on poursuit bien sûr dans ce sens, cette recherche du tir de plus en plus précis, de plus en plus lointain, efficace, beaucoup de travail sur les munitions, rendre les choses plus efficaces, puis on commence même à imaginer des munitions intelligentes, c'est-à-dire comme des munitions, comme des obus parfois, ou des missiles qui se guident tout seuls, mais on commence à imaginer des munitions de petit calibre qui vont se guider au dernier moment, qui vont aller sur la cible. On imagine aussi une forme d'automatisation, c'est-à-dire que le tir à très grande distance, c'est quand même quelque chose qui demande beaucoup en réalité de calcul. Il faut calculer très précisément la distance, il faut être très sûr, donc ça suppose une visée au laser souvent, une télémétrie extrêmement précise. Il faut estimer le vent, parce que le vent évidemment fait bouger les balles. Il faut estimer la température, il faut estimer, c'est quasiment comme de l'artillerie, de la balistique d'artillerie à plus petite échelle, mais c'est quasiment les mêmes principes. Bon, de la même façon qu'on automatise le tir d'artillerie, ben on commence à imaginer d'automatiser le tir de sniping, et puis voilà, si à terme on peut même supprimer le tireur, ça supprime également tous les états d'âme possibles et inimaginables, et on a une arme de sniping de très grande précision, sans état d'âme, qu'on peut peut-être imaginer aussi utilisé à distance, pourquoi pas, donc ce serait un peu l'équivalent du drone armé, mais au sol, au niveau du sol, ce serait un peu la même chose. Donc il y a effectivement de gros travaux, notamment aux États-Unis, sur la modernisation, l'étape d'après. Maintenant, j'ai tendance à croire que c'est quand même surtout un travail d'humain, ça reste quand même un peu quelque chose un peu d'artisanal, et que dans les choix qui sont faits, quand même, voilà, il faut mettre de l'humain. Je citerai juste une anecdote. Hein. Moi, donc je faisais de l'anti-sniping à Sarajevo, puis un jour, on a repéré un tireur qui était à proximité de notre site. En réalité, il était à 50 mètres, hein, donc parfois on ne tire pas très loin. Donc, on se met en place face au bâtiment où on croit que se trouve le tireur, et puis au moment où on va, et effectivement, je regarde et je vois quelqu'un qui tire depuis une fenêtre sur nos soldats. Bon, et quand on se met en place pour essayer de le tuer, et puis en fait, bon, il a disparu entre temps, et puis on voit arriver une femme avec une soupière qui met le couvert, etc. On voit arriver un enfant qui va autour de la table, et puis on voit arriver quelqu'un en civil avec une cigarette qui se met à la fenêtre et qui regarde, quoi. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que derrière tout ça, il faut faire des choix humains qui ne sont pas toujours évidents.